Mercredi soir, à 23h32, l'écran de mon téléphone s'est allumé avec un SMS qui allait tout changer. J'étais assis sur le canapé de notre maison dans l'Ouest lyonnais, à vérifier les résultats de la Ligue 1 avant d'aller me coucher, quand le message de Sophie est apparu. Bref et formel, comme si elle résiliait un abonnement Internet. Je lance la procédure de divorce. J'ai besoin que tu respectes ma décision et que tu ne te mettes pas en travers de mon chemin. J'ai déjà pris mes dispositions pour loger ailleurs. Nous réglerons les détails via nos avocats. Pas d'appel, pas de conversation en face à face après 11 ans de mariage. Juste un SMS reçu alors que je faisais défiler les infos sportives. Je l'ai lu une fois, puis une deuxième pour être sûr d'avoir bien compris. Les mots n'ont pas changé. Je suis resté assis là exactement 30 secondes, puis j'ai tapé ma réponse. Bien reçu. 2 mots. Envoyé. L'horodatage indiquait 23h33. 1 minute après le sien. J'ai fixé l'écran, attendant autre chose. Une explication, un second message disant qu'elle ne le pensait pas. N'importe quoi, mais rien n'est venu. Juste le silence et ce texte froid et formel dans mon historique. Le jeudi matin est arrivé trop vite. Je me suis réveillé à 6h15 en espérant que la veille n'avait été qu'un mauvais rêve causé par le stress. Ce n'en était pas un. Les vêtements de Sophie étaient toujours pendus dans le dressing, ses chaussures alignées près de la porte, mais elle n'était pas là. La maison semblait différente. Vide d'une manière qu'elle n'avait jamais été auparavant. Sur le comptoir de la cuisine, j'ai trouvé un mot de son écriture manuscrite, je loge chez Julie pour le moment. J'ai fait du café et je me suis assis à la table de la cuisine, me donnant exactement 10 minutes pour ressentir ce que j'avais à ressentir. Le choc, surtout. Un peu de douleur. Et un étrange sentiment de soulagement que je ne voulais pas examiner de trop près. Quand l'alarme de mon téléphone a sonné, je me suis levé et je me suis mis au travail. Si elle voulait gérer ça comme une affaire commerciale, alors j'allais le gérer comme tel. Mon premier appel a été pour maître Antoine Lefebvre, un avocat avec qui j'avais travaillé sur une révision de contrat il y a 2 ans. J'ai laissé un message détaillé à 7h08, en transférant le SMS de Sophie pendant que j'étais au téléphone. Il m'a rappelé à 8h45 et je pouvais entendre la satisfaction dans sa voix. Ce message est exactement ce dont nous avons besoin, a-t-il dit. Abandon clair du domicile conjugal et intention déclarée de divorcer. C'est elle qui demande la procédure légale. Elle documente son départ elle-même. N'effacez rien. Faites des captures d'écran de tout. C'est de l'or en barre. Deuxième action, les finances. À 10h30, j'étais assis dans une banque différente de celle que nous utilisions ensemble, ouvrant un nouveau compte courant individuel. Notre compte épargne joint contenait 85 000 €. J'ai calculé exactement la moitié à l'euro près, 42 500 €. J'ai viré ce montant sur mon nouveau compte et j'ai changé mes coordonnées bancaires pour le virement de mon salaire auprès de mon employeur. Ensuite, je suis rentré chez moi et j'ai créé un tableau Excel détaillé pour suivre chaque compte partagé, chaque carte de crédit, chaque bien que nous possédions ensemble. Je voulais une trace de tout. Troisième action, la sécurité. J'ai appelé un serrurier et j'ai changé le code du portail électrique à 11h15. À 13h, pendant ce qui aurait dû être ma pause déjeuner, un serrurier était à la maison pour changer le cylindre de toutes les serrures. J'ai documenté chaque changement avec des photos et des horodatages. Si elle avait abandonné la résidence, comme son SMS le suggérait, alors je devais la sécuriser. Quatrième action, assurance et avantages sociaux. À 13h30, j'ai appelé les ressources humaines de mon entreprise. La responsable m'a guidé à travers le processus pour retirer Sophie de ma mutuelle d'entreprise, ce qui était autorisé immédiatement en raison du changement de situation familiale. J'ai mis à jour le bénéficiaire de mon assurance vie et de mon plan d'épargne retraite au profit de mon frère Thomas, à la place de Sophie. J'ai mis à jour tous mes contacts d'urgence. La représentante RH semblait surprise par mon côté systématique, mais j'ai appris il y a longtemps que l'émotion et l'efficacité ne font pas bon ménage. Cinquième action, les accès partagés. J'ai changé notre mot de passe Netflix, puis Amazon Prime, mis à jour le code du Wi-Fi et le code d'accès au système d'alarme. C'étaient de petites actions, symboliques même, mais chacune renforçait les limites qu'elle avait établies avec ce SMS. Elle avait clairement indiqué qu'elle passait à autre chose. Je m'adaptais à cette décision. Sixième action, la documentation.
J'ai créé une structure de dossier sur mon ordinateur avec des sous-dossiers étiquetés divorce, communication, divorce, finance, divorce, juridique et divorce, chronologie. J'ai fait des captures d'écran de chaque SMS entre nous, imprimé les relevés bancaires des 6 derniers mois, commencé un journal détaillé avec date, heure et description de chaque action que je prenais. Maître Lefebvre avait insisté sur la documentation, et j'allais tout documenter. À 14h30 le jeudi, moins de 15 heures après avoir reçu son SMS, j'avais accompli plus de préparatifs pour le divorce que la plupart des gens ne le font en plusieurs semaines. Je me sentais efficace, concentré, étrangement calme. Ce soir-là, j'ai commandé à emporter chez l'atelier du burger, un endroit que Sophie avait toujours critiqué, le trouvant trop gras et pas assez raffiné pour ses goûts. J'avais arrêté de le suggérer il y a des années pour éviter les disputes. Là, j'ai commandé exactement ce que je voulais, un double cheeseburger au bacon et de grosses frites maison. J'ai mangé à la table de la cuisine dans une paix totale, en regardant un match de foot sur mon ordinateur portable. Pas de commentaires sur mes choix alimentaires. Pas de soupir passif-agressif à propos du sport. Juste le calme. À 20h45, mon téléphone a vibré avec un SMS de Julie, la meilleure amie de Sophie. Elle est vraiment blessée que tu n'aies pas appelé. J'ai fixé le message un instant avant de répondre. Elle m'a demandé de ne pas me mettre en travers de son chemin. Je respecte sa décision. Julie a riposté immédiatement. Elle ne pensait pas que tu abandonnerais aussi vite. J'ai tapé soigneusement, elle a demandé le divorce. J'ai accepté sa décision. Ce n'est pas abandonner. C'est respecter son choix. Aucune réponse n'est venue après ça. Pour la première fois depuis des mois, peut-être même des années, la maison semblait véritablement calme. Il n'y avait aucune tension flottant dans l'air. Pas de commentaires passifs-agressifs sur la façon dont je passais mon temps ou ce que je choisissais de regarder. Juste la tranquillité et la paix. J'avais passé tellement de temps à essayer de comprendre ce qui n'allait pas, à essayer de réparer des choses que je ne pouvais même pas voir clairement, que j'avais complètement oublié ce que la paix faisait ressentir. Assis là avec mon burger et mon match, j'ai réalisé que je marchais sur des œufs depuis plus longtemps que je ne voulais l'admettre. Vendredi matin, j'ai conduit jusqu'au centre de Lyon pour mon rendez-vous de 10h avec Maître Lefebvre. Son bureau donnait sur le Rhône, et il m'a accueilli avec une poignée de main ferme et ce que je décrirais comme une satisfaction professionnelle. Nous nous sommes assis et il a affiché le SMS de Sophie sur son écran d'ordinateur, le lisant à voix haute. Elle n'aurait pas pu être plus claire même si elle avait essayé, a-t-il dit. Intention déclarée de divorcer, abandon du domicile, demande explicite de représentation légale. Cette chronologie est incroyablement propre d'un point de vue juridique. Nous avons discuté de la procédure. Bien que le divorce par consentement mutuel soit la norme, Maître Lefebvre a noté que le message de Sophie établissait une chronologie claire de son intention et de ses actions. Cela compte pour tout le reste, notamment la prestation compensatoire, a-t-il expliqué. Il a passé en revue toutes mes actions de séparation financière, hochant la tête avec approbation. Parfait. Vous avez protégé vos intérêts en réponse directe à ses intentions déclarées. Tout est documenté. Je lui ai tendu une clé USB contenant les captures d'écran, les relevés bancaires, les changements de compte, tout. Excellent, a-t-il dit. Déposons la requête aujourd'hui. Rendons cela officiel si c'est ce qu'elle veut. À 14h vendredi, les frais étaient réglés et les documents soumis. C'était officiel maintenant. La procédure était lancée. Vendredi après-midi, alors que je finissais mon travail, Sophie m'a envoyé un SMS. On devrait probablement parler de ça. J'ai renvoyé les coordonnées de Maître Lefebvre ainsi que l'adresse de son cabinet. Elle a répondu presque immédiatement. C'est vraiment comme ça que tu veux faire les choses? J'ai répondu, c'est comme ça que tu as dit vouloir faire les choses. Mon téléphone est resté silencieux après ça. Samedi après-midi, vers 14h30, je rangeais le garage quand j'ai entendu une voiture entrer dans l'allée. Par la fenêtre, j'ai regardé Sophie sortir et marcher vers la porte d'entrée. Elle a essayé sa clé. Elle n'a pas fonctionné. Elle a réessayé, la secouant dans la serrure. Rien. Puis elle a frappé. J'ai pris une grande inspiration, j'ai marché jusqu'à la porte et j'ai ouvert. Je ne me suis pas écarté pour la laisser entrer. Tu as changé les serrures? Elle avait l'air sincèrement surprise. Tu as dit que tu avais pris tes dispositions pour loger ailleurs, ai-je répondu d'un ton égal. Je n'ai rien abandonné.
J'avais juste besoin d'un peu d'espace pour penser clairement. Tu as envoyé un SMS disant que tu lançais le divorce. C'est une pensée plutôt claire. Son visage a traversé plusieurs expressions. Je ne le pensais pas littéralement. Je n'ai même pas déposé de papier. C'était juste un SMS. Tu as dit, et je cite, « Je lance la procédure de divorce ». C'est du présent, actif, pas contemplatif. Est-ce que je peux au moins entrer? J'ai besoin de récupérer certaines de mes affaires. Fais une liste de ce dont tu as besoin. Tu pourras coordonner la récupération via ton avocat. C'est toujours ma maison, Marc. Selon ton SMS et ton avocat, quand tu en auras un, tu as établi ta résidence chez Julie pour une durée indéterminée. Son téléphone a sonné dans son sac à main. Elle l'a sorti, a jeté un coup d'œil à l'écran, et j'ai vu quelque chose passer sur son visage. Panique, peut-être, ou culpabilité. Elle l'a mis en silencieux sans répondre. Tu devrais probablement prendre ça, ai-je dit, en l'observant attentivement. Ce n'est personne d'important. Ça a l'air d'être quelqu'un si tu vérifies pendant cette conversation. Elle a rangé le téléphone rapidement. Nous devons en parler correctement, comme des adultes. Fais contacter mon avocat par le tien. C'est la procédure. C'est ce que tu as demandé. Bon sang, Marc, ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors tu aurais dû dire ce que tu voulais dire. Ton texte était extrêmement clair sur ce que tu voulais. J'ai fermé la porte doucement mais fermement. Par la fenêtre, je l'ai regardée rester là un moment, puis s'asseoir sur les marches du perron. Elle est restée là près de 10 minutes, fixant son téléphone avant de finalement se lever et partir. J'ai remarqué qu'elle avait vérifié son téléphone 3 fois en étant assise là. Dimanche matin, la mère de Sophie a envoyé un SMS, « Sophie est dévastée. Peux-tu l'appeler s'il te plaît ?» J'ai expliqué que je respectais la demande d'espace et de procédure légale de sa fille. Quand sa mère m'a traité de cruel, j'ai répondu, je suis respectueux de ses souhaits déclarés. Il y a une différence. Cet après-midi-là, un numéro inconnu a laissé un message vocal. Maître Valérie Dubois, avocate, disait qu'elle représentait Sophie et avait besoin de discuter de préoccupations urgentes. J'ai transféré le message à Antoine Lefebvre. Il a répondu par SMS, timing parfait. Laisse-moi gérer ça. Lundi au travail, mes collègues ont remarqué que je semblais plus calme. Quand Antoine a appelé à 10h30, il avait l'air amusé. J'ai eu une discussion intéressante avec Maître Dubois. Elle s'inquiète de la rapidité de votre réponse et des séparations financières. J'ai demandé ce que Sophie voulait. De ce que je comprends, elle pensait que vous vous battriez pour elle. Que vous la supplieriez. Au lieu de ça, vous vous êtes protégé efficacement. Dubois veut une réunion pour discuter de réconciliation. J'ai demandé si Sophie voulait réellement une réconciliation ou plus de temps pour explorer ses options. Antoine a ri. C'est exactement la bonne question. Mardi matin, j'avais à peine entamé mon premier café qu'un email d'Antoine est arrivé. Objet, vous allez vouloir voir ça. J'ai ouvert la pièce jointe et trouvé les premières pièces communiquées par l'avocate de Sophie, incluant ses relevés bancaires pour la déclaration de patrimoine. J'ai fait défiler les relevés de cartes de crédit et j'ai senti mon estomac se nouer. Des débits dans des restaurants haut de gamme à Paris, l'Oiseau Blanc, le Train Bleu, l'Ambroisie. De multiples débits tout au long de septembre et octobre. Des frais d'hôtel ont attiré mon attention. Hôtel Le Meurice, Paris, 28 à 29 septembre, 950 €. Le Ritz Paris, 12 à 13 octobre, 1100 €. Des billets de TGV sur la même carte. Lyon-Paris aller-retour. 3 réservations distinctes sur 6 semaines. Tout cela sur la carte de crédit que Sophie avait toujours prétendu n'utiliser que pour les courses et les besoins ménagers. J'ai attrapé mon téléphone et commencé à croiser les dates avec mon calendrier. 28 à 29 septembre, le week-end où Sophie m'avait dit qu'elle allait à une retraite spa avec Julie à Aix-les-Bains. 12 à 13 octobre, quand elle était censée être allée voir sa tante malade à Marseille. Je me souvenais clairement des 2 week-ends parce que j'avais proposé de l'accompagner à Marseille et elle avait insisté sur le fait que sa tante serait plus à l'aise avec juste elle. Chaque note de restaurant était dans les beaux quartiers de Paris. Quelqu'un là-bas valait de multiples voyages coûteux, des mensonges élaborés et des centaines d'euros en dîners gastronomiques. Et ce n'était que les frais sur sa carte perso. J'avais le mauvais pressentiment qu'il pourrait y en avoir plus sur d'autres cartes. J'ai appelé Antoine immédiatement.
Elle n'allait pas à Marseille. Elle n'était pas en Thalasso. Elle était à Paris, à plusieurs reprises, pour quelqu'un. Je vois que vous avez trouvé les relevés, a dit Antoine. Motif intéressant, n'est-ce pas? Comment découvrons-nous qui c'est? Nous avons demandé ces relevés téléphoniques dans le cadre de la communication des pièces. Son avocate a dû divulguer les finances. Donc maintenant, nous demandons les relevés de communication. Ils peuvent essayer de refuser, mais nous avons des motifs. Cette tromperie financière impacte directement le partage des biens. J'ai passé ma pause déjeuner à faire des recherches. J'ai parcouru les vieux comptes de réseaux sociaux de Sophie, regardant des photos de ses années universitaires à Lyon 2. Là, tagué sur plusieurs photos de 2012 et 2013, il y avait quelqu'un nommé Julien Delorme. Ils avaient l'air proches sur les photos, très proches. J'ai cherché son profil actuel et j'ai trouvé exactement ce que je cherchais. Julien Delorme, PDG et fondateur d'une start-up technologique à Paris. Son LinkedIn montrait qu'il avait déménagé en région parisienne il y a 5 ans. Puis j'ai trouvé un article de Challenge datant d'où intitulé « La start-up de Julien Delorme valorisée à 200 millions d'euros après une levée de fonds réussie ». Le timing s'emboîtait parfaitement. Annonce de la levée de fonds en août. Les premières dépenses parisiennes de Sophie apparaissaient début septembre. J'ai envoyé un message à Antoine. Trouver une connexion potentielle. Ex-petit ami de fac nommé Julien Delorme. Vient de devenir très riche. Vit à Paris. La chronologie correspond parfaitement. Sa réponse est venue en quelques minutes. Ça expliquerait l'urgence et la planification. Voyons ce que ces relevés téléphoniques nous disent. Mardi soir, Sophie a envoyé un SMS demandant à parler sans avocat. Je l'ai redirigé vers Antoine. Quand elle a dit qu'elle avait fait une erreur, j'ai répondu que je respectais sa clarté. Pourquoi es-tu comme ça, a-t-elle demandé. J'ai répondu, comme quoi? Respectueux de tes souhaits déclarés? Professionnel concernant la procédure que tu as demandée. Elle a dit que j'avais changé. J'ai répondu, je suis exactement qui j'ai toujours été. La différence, c'est que je n'essaie pas de réparer quelque chose que tu as décidé de briser. Le lendemain, mercredi, au déjeuner, j'ai retrouvé Antoine. Les relevés téléphoniques étaient arrivés. Il montrait 347 SMS entre Sophie et Julien sur 8 semaines, plus 23 appels allant de 15 minutes à 2 heures. La chronologie commençait le 15 août, juste après les nouvelles sur la fortune de Julien. Antoine m'a montré des messages sélectionnés. Début août, Sophie recontactait Julien. Fin septembre, elle prévoit de me le dire bientôt. Début octobre, coordination des visites à Paris. Mi-octobre, discussion sur le divorce. Les messages cruciaux sont venus après le SMS de divorce de Sophie à mon intention. 25 octobre, je l'ai fait. Je lui ai dit. La réponse de Julien 3 heures plus tard, dit quoi exactement? Sophie a expliqué qu'elle voulait divorcer. Julien a demandé si elle avait parlé de lui. Quand elle a dit pas encore, il a écrit, bien. Gardons ça comme ça pour l'instant. Sophie a demandé ce qu'il voulait dire. Juste que le divorce est compliqué. Voyons comment ça se passe d'abord. Les jours suivants montraient la désespérance croissante de Sophie. Pourquoi tu ne réponds pas? J'ai besoin de savoir que c'est du solide entre nous. Appelle-moi s'il te plaît. Je ne comprends pas ce qui a changé. Julien n'a plus jamais répondu. Il l'a ghosté, ai-je dit. Antoine a hoché la tête. Au moment où c'est devenu réel. Il voulait l'aventure, pas l'engagement. Elle a demandé le divorce pour quelqu'un qui a disparu en 48 heures. Ce soir-là, Sophie est apparue à ma porte vers 18h45, l'air plus mal en point que je ne l'avais jamais vue. Des cernes sous les yeux suggéraient qu'elle n'avait pas dormi. Ses cheveux étaient attachés négligemment, et elle portait un jogging et un vieux t-shirt de fac. Ce n'était pas la Sophie qui avait soigneusement géré son apparence pendant 11 ans. J'ai ouvert la porte, mais je suis resté dans l'encadrement, bloquant toute entrée. Je sais que tu me détestes probablement en ce moment, a-t-elle dit, sa voix tremblant déjà. Je ne te déteste pas, ai-je répondu honnêtement. Alors pourquoi tu ne veux pas me parler? Vraiment parler? Je te parle en ce moment même. Vraiment parler, a-t-elle répété, insistant sur le mot, de réparer ça, de nous. Il n'y a rien à réparer, Sophie. Tu y as mis fin. J'ai fait une erreur. Une terrible erreur.
Tu as pris une décision calculée. Il y a une différence substantielle entre ces deux choses. Elle avait l'air sincèrement confuse, comme si elle ne pouvait pas comprendre pourquoi j'étais si précis avec le langage. Qu'est-ce que tu veux dire par calculer? Depuis combien de temps étais-tu en contact avec Julien Delorme avant de m'envoyer ce SMS? Son visage est devenu complètement blême. La couleur s'est drainée si vite que j'ai cru qu'elle allait s'évanouir. Comment sais-tu pour Julien? Relevé téléphonique, communication des pièces financières. Tout est documenté légalement maintenant. C'est ce que tu voulais quand tu as demandé des avocats. Ce n'est pas ce que tu crois. Ce n'était pas comme ça. 8 semaines de planification, ai-je dit, ma voix posée. Multiples voyages à Paris financés par notre conjoint. 3 week-ends distincts où tu m'as menti sur l'endroit où tu allais. T'assurant absolument que tu avais un endroit sur où atterrir avant de sauter du navire. Elle ne pouvait rien nier. Quand elle a essayé de prétendre que ce n'était pas comme ça, je lui ai demandé directement comment c'était. Elle a admis qu'elle parlait à Julien. Admis que c'était devenu plus que juste parler. Admis qu'elle pensait qu'il y avait peut-être quelque chose de réel avec lui. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé, ai-je demandé. Et ensuite je t'ai parlé du divorce. Et elle s'est tue. Il a changé d'avis, j'ai fini pour elle. Il a disparu. Elle a corrigé, sa voix se brisant. Il t'a ghosté au moment où c'est devenu réel. Alors tu es revenu ici. Elle a hoché la tête, les larmes commençant à couler maintenant. Je suis revenu parce que j'ai réalisé ce qu'on avait, ce que j'étais en train de gâcher. Tu es revenu parce que ton plan de secours a échoué spectaculairement. Il y a une différence fondamentale, Sophie. Son téléphone a vibré dans sa poche. Elle l'a vérifié instinctivement, elle n'a pas pu s'en empêcher. J'ai vu le mouvement, le geste automatique, le coup d'œil rapide à l'écran. C'est Julien, ai-je demandé. Elle a serré le téléphone plus fort. Non, c'est Julie qui prend de mes nouvelles. Montre-moi alors. Si c'est Julie, montre-moi juste l'écran. Elle a tiré le téléphone plus près de sa poitrine, le protégeant. Je n'ai rien à te prouver. Je ne suis pas au tribunal ici. Tu n'as rien à prouver, ai-je dit calmement. Ta réaction l'a déjà fait. Même maintenant, debout ici à me dire que tu veux réparer notre mariage, tu vérifies encore s'il y a des messages de lui. Espérant encore qu'il reviendra. Le gardant comme plan de secours tout en me gardant comme plan de secours. Ce n'est pas juste. Montre-moi ton téléphone alors. Prouve-moi que j'ai tort. Long silence. Elle a regardé son téléphone, puis moi, puis son téléphone à nouveau. Elle n'a pas bougé pour me montrer quoi que ce soit. Ton avocat contactera le mien pour les prochaines étapes, ai-je dit, et j'ai lentement fermé la porte. Je ne l'ai pas claqué. Pas besoin, je l'ai juste fermé fermement et verrouillé. Par la fenêtre, je l'ai regardé s'asseoir sur les marches du perron. Elle est restée là presque 20 minutes cette fois, fixant son téléphone, tapant des messages, les effaçant, tapant à nouveau. Finalement, elle s'est levée, est montée dans sa voiture et est partie. J'ai remarqué qu'elle regardait encore son téléphone en sortant de l'allée. Le jeudi matin a apporté un email d'Antoine demandant ma présence à une réunion d'urgence. L'avocate de Sophie avait pris contact, affirmant que sa cliente avait de sérieux doutes sur le divorce et voulait explorer des alternatives. Ça devrait être intéressant, a écrit Antoine. La réunion a eu lieu à 14 h dans la salle de conférence d'Antoine. Étaient présents moi-même, Antoine, Sophie et son avocate, maître Valérie Dubois. Sophie avait l'air d'avoir pleuré toute la matinée. Maître Dubois, par contraste, semblait professionnellement composé, mais légèrement mal à l'aise. Elle a commencé immédiatement, ma cliente était dans une grande détresse émotionnelle quand elle a envoyé ce message initial. Elle demande que nous traitions cette affaire comme une séparation temporaire plutôt que comme un motif pour une procédure de divorce formelle. Antoine a fait glisser un dossier sur la table de conférence. Votre cliente a spécifiquement déclaré, et je cite, « Je lance la procédure de divorce. Nous réglerons les détails via nos avocats. Mon client a respecté ses souhaits clairement exprimés et a protégé ses intérêts en conséquence, comme toute personne raisonnable le ferait. » Maître Dubois a jeté un coup d'œil à Sophie, qui fixait la table. Néanmoins, les émotions étaient vives. Les gens disent des choses sous le coup de l'émotion. Ce n'était pas sous le coup de l'émotion, a interrompu Antoine calmement.
C'était un SMS envoyé à 23h32. Après une apparente mûre réflexion, pas pendant une dispute, pas en réponse à un conflit, juste une décision unilatérale livrée par SMS. Sophie a finalement levé les yeux. Marc, s'il te plaît, est-ce qu'on ne peut pas juste en parler comme des gens normaux? J'étais resté silencieux jusqu'à ce moment, laissant Antoine gérer les aspects légaux, mais maintenant je prenais la parole. Quand as-tu contacté Julien Delorme pour la première fois? Les yeux de Sophie se sont écarquillés. Maître Dubois a mis sa main sur le bras de Sophie. Un signal clair de ne pas répondre, mais j'ai continué. Le 15 août, n'est-ce pas? 2 jours après l'article de Challenge sur sa levée de fonds. Ensuite, tu lui as rendu visite à Paris 3 week-ends distincts. 28 septembre, 12 octobre et 19 octobre. Tu m'as dit que tu allais en Thalasso, voir une tante malade à Marseille et à l'anniversaire de Julie, mais tu étais en fait à Paris avec Julien. Maître Dubois a commencé à objecter, mais j'ai continué, ma voix toujours calme et posée. Les relevés téléphoniques montrent 347 SMS sur 8 semaines, 23 appels téléphoniques. Planification, coordination, construction d'une relation alors que tu dormais encore dans mon lit chaque nuit. Quand a-t-il arrêté de répondre à tes messages, Sophie? Elle a regardé son avocate avec impuissance. Maître Dubois lui a chuchoté quelque chose, mais le calme de Sophie se fissurait. Le 25 octobre, j'ai répondu à ma propre question. Le jour après que tu m'aies envoyé ce SMS de divorce, il a complètement disparu. Et maintenant tu veux tout annuler parce que ton plan de secours s'est évaporé. Ce n'est pas à commencer Sophie. Montre ton téléphone à tout le monde, ai-je dit doucement. Là, tout de suite, montre-nous que tu n'essaies pas encore de le joindre. Montre-nous ces messages. Prouve que tu es ici parce que tu veux réparer notre mariage, pas parce que tu n'as nulle part où aller. Sophie a regardé son téléphone posé sur la table devant elle. Elle ne l'a pas ramassé. N'a pas bougé vers lui. Elle l'a juste fixé comme s'il pouvait exploser. C'est bien ce que je pensais, ai-je dit en me levant. J'en ai fini avec cette réunion. Déposer ce qui doit être déposé. Je signerai ce qui doit être signé. Mais je ne vais pas rester assis ici et être le lot de consolation de quelqu'un en attendant de voir si son premier choix change d'avis. Sophie a attrapé mon bras alors que je passais. Marc, s'il te plaît. Je me suis arrêté mais je ne l'ai pas regardé. Tu as passé 2 mois à planifier soigneusement de me quitter pour quelqu'un d'autre. Puis tu as seulement voulu revenir après qu'il t'ait rejeté. Et même maintenant, tu ne peux pas me montrer ton téléphone parce que tu lui envoies encore des messages. Tu espères encore. Je ne suis pas ton plan de secours, Sophie. Je ne suis pas ton filet de sécurité. Trouve quelqu'un d'autre pour te rattraper. Je suis sorti de la salle de conférence. Antoine a suivi un instant plus tard. Son expression quelque part entre impressionné et satisfait. C'était parfait, a-t-il dit une fois que nous étions dans le couloir. Clair, contrôlé et complètement définitif. Le genre de déclaration qui rend très difficile pour la partie adverse de prétendre que vous êtes déraisonnable. Je pensais chaque mot, lui ai-je dit. Je sais, a-t-il répondu. C'est pour ça que ça a si bien marché. Vendredi, Antoine a appelé concernant l'emploi de Sophie. Elle avait été mise à pied pour usage abusif des ressources de l'entreprise, spécifiquement pour avoir payé ses voyages personnels à Paris avec sa carte affaires. Quelqu'un l'avait anonymement signalé au RH. Julien. Il ne voulait vraiment aucun lien avec la situation. Donc, elle utilisait à la fois sa carte perso de notre compte joint et sa carte d'entreprise. Antoine a dit que cela rendait la tromperie financière encore pire. L'analyse financière a montré que Sophie avait dépensé plus de 8 000 € de notre compte commun pour sa relation avec Julien. Vêtements de créateur, bijoux, soins spa, tout pour impressionner quelqu'un qui a disparu en quelques jours. Samedi après-midi, un colis FedEx est arrivé. Adresse de retour, Julien Delorme, Paris. À l'intérieur se trouvaient des conversations SMS imprimées entre lui et Sophie avec un mot « Je ne me laisserai pas entraîner dans votre divorce ». Ceci montre ce qui s'est vraiment passé. Les messages révélaient tout. Sophie avait pris contact en premier, posé des questions sur sa fortune, suggéré de se rencontrer en personne, s'était plainte que j'étais ennuyeux, avait demandé s'il était célibataire. Julien avait tout encouragé. Ils avaient prévu que Sophie déménage à Paris. Elle lui a dit le 24 octobre qu'elle allait me le dire ce soir-là.
La réponse de Julien le 25 octobre demandait si elle était déjà séparée. Quand elle a dit non, il a répondu « ça change les choses. Je n'avais pas réalisé que vous viviez encore ensemble comme mari et femme. » La conversation s'est détériorée à partir de là, Julien prétendant qu'il ne pouvait pas être la raison pour laquelle quelqu'un divorçait et Sophie protestant qu'il avait dit vouloir être ensemble. J'ai tout envoyé à Antoine le dimanche. Nous nous sommes rencontrés à son bureau. Il se protège légalement, a dit Antoine. Mais c'est une preuve directe de préméditation et de tromperie. Nous avons créé une chronologie complète d'où à aujourd'hui. Les semaines suivantes ont révélé plus de conséquences. Sophie a perdu son emploi officiellement. Le bruit avait couru sur l'affaire de la carte d'entreprise et son aventure. Elle a essayé de rester chez Julie les 2 premières semaines, mais cet arrangement avait rapidement tourné court. Maintenant, elle vivait chez ses parents près de Saint-Étienne, de retour dans sa chambre d'enfance à 36 ans. Son cercle social avait pris ses distances. Julien s'affichait publiquement avec quelqu'un de nouveau. Quand nous avons finalement atteint l'audience de conciliation fin novembre, le juge a tout examiné. L'initiation du divorce par Sophie, son abandon du domicile, sa dilapidation des fonds matrimoniaux pour une relation extra-conjugale, et la perte de son emploi due à sa propre faute. Le juge a refusé sa demande de pension alimentaire temporaire. À la sortie du tribunal, Sophie a demandé si j'allais vraiment la laisser sans rien. J'ai répondu, je te laisse avec exactement ce que tu as choisi. Tu voulais quitter le mariage. Je m'adapte à cela. Début décembre, nous nous sommes rencontrés pour la conférence de règlement final. Les négociations avaient été simples une fois que Sophie avait réalisé qu'elle n'avait aucun levier. Je garderai la maison, mes comptes retraite, et 70% de ce qui restait sur notre épargne commune après sa frénésie de dépenses. Elle obtiendrait son propre compte retraite, toutes ses affaires personnelles et 30% de l'épargne. C'était plus généreux que ce qu'Antoine pensait nécessaire, mais je voulais que ce soit fini. Quand nous avons signé les papiers, la main de Sophie tremblait en prenant le stylo. La salle de conférence était silencieuse, à l'exception du crissement des signatures sur les documents. Après avoir signé la dernière page, elle a levé les yeux vers moi. « Je peux te demander quelque chose ?» Sa voix était à peine au-dessus d'un murmure. « Vas-y. Est-ce que tu m'as jamais vraiment aimé ? Jean, sincèrement aimé. » J'ai pensé à mentir, à rendre ça plus facile pour nous deux. Mais elle avait demandé de l'honnêteté, alors je la lui ai donnée. Chaque jour pendant 11 ans. Même les jours où c'était difficile. Même quand on ne se connectait plus comme avant, je t'aimais. Chaque matin en me réveillant à côté de toi, j'étais reconnaissant que tu sois là. Ses yeux se sont remplis de larmes. Alors comment peux-tu juste me laisser partir comme ça ? Comment peux-tu être si ok avec le fait de partir ? Parce que tu me l'as demandé. Tu as passé 2 mois à planifier soigneusement de me quitter pour quelqu'un d'autre. Puis tu as seulement voulu revenir quand ton plan de secours a échoué. Ce n'est pas de l'amour, Sophie. C'est de la commodité. C'est avoir peur d'être seul. Et je m'aime trop pour être l'option pratique de quelqu'un ou son filet de sécurité. Je t'aimais vraiment, a-t-elle dit, les larmes coulant maintenant librement. Peut-être que tu m'aimais à ta façon, mais tu aimais l'idée d'autre chose davantage. Tu aimais ce que Julien représentait. L'excitation, la richesse, un nouveau départ. Et c'est ok. Les gens veulent ce qu'ils veulent. Tu découvres juste que ce que tu voulais venait avec des coûts que tu n'étais pas prête à payer. Elle a essuyé ses yeux avec un mouchoir que Maître Dubois lui a tendu. Je ne sais pas ce que je vais faire maintenant. Je n'ai pas de travail. Je vis chez mes parents à 36 ans et je n'ai aucune idée de comment avancer. C'est le problème quand on brûle les ponts alors qu'on est encore debout dessus, ai-je dit, sans méchanceté. Finalement, tu dois apprendre à nager, mais tu y arriveras. Tu es intelligente et capable quand tu n'es pas distraite à chasser quelque chose qui n'est pas réel. Elle a rassemblé ses papiers et s'est levée pour partir, mais a marqué une pause à la porte. Pour ce que ça vaut, je suis désolé. Je sais que ça ne répare rien ni ne change rien, mais je suis sincèrement désolé de la façon dont j'ai géré tout ça. J'apprécie, ai-je dit, et je le pensais. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Je ne peux juste plus faire partie de cette recherche. C'était la dernière conversation que nous avons eue. Le divorce est devenu définitif le 1er juin, environ 7 mois après l'arrivée de son SMS sur mon téléphone. Au moment où le divorce a été prononcé, ma vie s'était complètement transformée.
J'avais perdu 10 kilos. Pas à cause du stress, mais en prenant réellement soin de moi à nouveau. Courir au parc de la Tête d'Or 3 matins par semaine, randonner dans les Alpes le week-end, manger des repas que je voulais vraiment au lieu de faire des compromis sur des restaurants pour éviter les conflits. La promotion au travail était arrivée en mars, apportant un meilleur salaire et un titre pour lequel je travaillais depuis des années. J'avais repeint la chambre principale, remplaçant le beige sur lequel Sophie avait insisté par un bleu profond que j'aimais vraiment. J'ai acheté de nouveaux meubles pour le salon, fait en sorte que la maison ressemble à la mienne au lieu de la nôtre. J'avais renoué avec des amis de fac avec qui j'avais perdu contact pendant le mariage. Commencé à participer à un groupe de randonnée mensuel via Meetup. Fait un voyage d'un week-end à Chamonix avec mon frère Thomas. Recommencé à lire, chose que j'avais arrêtée depuis des années sans m'en rendre compte. En avril, j'avais rencontré Elodie lors d'une randonnée avec le groupe. Elle était drôle, directe et rafraîchissante d'honnêteté sur ce qu'elle voulait. Nous sortons ensemble sans se mettre la pression depuis environ 6 semaines maintenant, prenant les choses doucement, mais ça semblait différent de ce que c'était avec Sophie. Plus léger, plus facile, comme si je ne marchais pas sur des œufs ou n'essayais pas de décoder des sens cachés dans chaque conversation. Un soir de fin mai, j'étais assis sur ma terrasse avec une bière, regardant le coucher de soleil peindre le ciel en orange et rose. Mon téléphone a vibré avec un SMS d'Elodie. Toujours partant pour le dîner demain? Il y a un nouveau resto de sushi en presqu'île que je veux essayer. J'ai répondu, absolument. J'ai hâte. Moi aussi, a-t-elle répondu. Randonnée au Mont Pilat dimanche si le temps se maintient. Parfait, ai-je écrit. J'ai posé mon téléphone et pris une longue gorgée de ma bière. Il y a 6 mois, Sophie avait envoyé un SMS mettant fin à notre mariage. Elle s'attendait à ce que je me batte, que je supplie, que je fasse de grands gestes prouvant mon amour. Au lieu de cela, j'avais accepté sa décision et m'étais protégé. Elle avait perdu son travail, son indépendance et sa dignité, en essayant d'inverser un choix qu'elle avait fait impulsivement. J'avais perdu un mariage qui était déjà mourant et gagné une clarté absolue sur ce que je voulais réellement de la vie. La vie après le SMS de Sophie n'était pas ce à quoi je m'attendais quand j'avais lu ces mots pour la première fois. C'était nettement mieux. Parfois, le plus grand cadeau que quelqu'un peut vous faire est de vous montrer exactement qui il est quand il pense que vous ne faites pas attention. Sophie m'avait offert ce cadeau emballé dans un SMS tardif, et j'ai répondu en l'acceptant complètement et en allant de l'avant. Elle avait écrit qu'elle avançait avec le divorce et s'attendait à ce que je reste derrière. Elle avait avancé avec ses plans, et je n'étais pas resté derrière du tout. J'avais avancé aussi, juste dans une direction complètement différente de celle qu'elle avait anticipée. Il s'avère que parfois, la fin de quelque chose est juste le début de quelque chose de mieux.